En principe, on peut enregistrer. Je comprends pas que le bouton ait disparu, hein. Mm. Ok, donc je reprends. Bah, si, le sommaire, c'est bien. Donc, il y aura un chapitre 0 sur la méthodologie, un chapitre sur quelques enjeux écologiques du numérique. Je reviendrai sur ce que c'est que la digitalisation. Dans ce contexte, ce que c'est que la sobriété numérique. Et puis, tout ça, bah, la sobriété numérique, elle pose la question, dans le fond, des modes de vie. Et donc, des modes de consommation, production, enfin, c'est pas que les modes de consommation, les modes de vie. Alors, question de méthode rapidement pour situer un petit peu quand même comment je m'y prends. Alors, je vais le mettre en plein écran, donc je ne verrai plus le chat, hein, parce que sinon, je ne vois pas vraiment ce que je projette. Euh, donc, la méthode, c'est, j'avais dit théorie politique, enfin, philosophie politique, philosophie sociale et philosophie des techniques. Donc, je donne quelques repères en théorie politique, philosophie sociale. Une définition que vous pouvez trouver sur le site de l'université de Princeton. La théorie politique implique l'étude de l'histoire de la pensée politique, aussi bien que les problèmes de la vie politique contemporaine qui ont une dimension philosophique. Donc c'est ça, ça veut dire quoi? Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça. En fait, ça veut dire que quand on s'intéresse à des problèmes de philosophie politique contemporaine, du type souveraineté, par exemple, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Eh ben, on ne va pas simplement regarder les rapports du gouvernement qui sont relatifs à la souveraineté ou ce que les sociologues, par exemple, produisent en termes de collecte des données sur les discours sur la souveraineté. On va regarder l'histoire de la pensée politique sur les différents sens de la souveraineté au cours des âges. Donc, évidemment, on va regarder Machiavel, on va regarder tout un tas d'auteurs en remontant à plusieurs siècles en arrière, comme fait généralement la philo. Et puis la philosophie sociale, ça consiste la philo, c'est souvent resté, enfin, c'est souvent de la lecture, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du terrain ou on ne va pas prendre un dictaphone pour enregistrer des conversations, ou aussi ou assez rarement. Et la philosophie sociale, ça consiste à ne pas s'appuyer uniquement sur des auteurs de philo, mais aussi s'appuyer sur toutes les enquêtes empiriques qui sont disponibles, en ne négligeant pas les divergences, les rapports de force et les effets de domination. Donc, il y a des acteurs qui sont plus forts que d'autres, qui arrivent à imposer leur point de vue, qui arrivent à imposer faire passer leurs lois contre d'autres qui ne sont pas contents, etc. Et donc, tout ça, on doit en rendre compte, en tenir compte. Alors, dans le cas de l'impératif de la sobriété numérique, je me suis appuyé plus spécifiquement sur un auteur qui s'appelle James C. Scott, et notamment deux livres, un qui s'appelle Les arts de la résistance, dans lequel il théorise l'idée de texte public, et l'autre qui s'appelle Seeing Like a State, c'est-à-dire voir comme un État. Et dans ce livre-là, il théorise le concept de schème étatique. On pourrait dire le schème étatique, c'est les catégories qui sont utilisées dans le discours étatique, sachant que l'État, c'est l'État-nation. Donc en gros, quand on parle français, on parle un français qui est codifié dans les règles grammaticales de l'éducation nationale, qui fait aussi les dictionnaires, etc. Et ça, c'est un schème étatique. Parler le français, c'est un schème étatique, hein. C'est pas intuitif comme ça, hein, mais parler un dialecte, par exemple, c'est pas un schéma étatique, c'est la différence. Donc c'est aussi bien les statistiques que le langage qu'on utilise, les catégories qu'on utilise en tant qu'elles vont structurer l'action publique et le débat public et notamment se déposer dans la loi. Le texte public, c'est cet ensemble symbolique. Donc le schème, il peut avoir une dimension matérielle. C'est une action aussi, hein. C'est-à-dire qu'un schème étatique, c'est une manière d'organiser une filière de tri, par exemple. Le texte public, c'est la dimension symbolique uniquement. C'est celle qui énonce et qui structure l'action publique, donc toujours au sens des États-nations. Et donc Scott va montrer que, enfin, en gros, le texte public, c'est le discours un peu des autorités, et alors que il va y avoir tout un tas d'infratextes, de contre-textes, de sous-textes qui vont s'opposer au texte public, et des schèmes non étatiques ou infra-étatiques qui vont aussi s'opposer aux schèmes étatiques. Donc ça va tourner un petit peu autour de ça derrière, hein. Alors après, pour documenter tout ça, bah, il y a le web, il y a les biblios, la méthode de la sociologie secondaire, c'est-à-dire on va lire les sociologues et les Sciences Po, les rapports statistiques, Statista, Credoc, bon, toutes ces choses-là que je suis allé voir. Donc évidemment, ça a fait des grosses biblios à la fin. Alors, quelques enjeux écologiques du numérique.
Donc, allons tout de suite au vif du sujet. Le secteur du numérique est pas loin de 4% des émissions de gaz à effet de serre global. Vous voyez le rapport, enfin un article du Monde. Ça a été entériné dans un rapport présenté par une mission d'information du Sénat. Pratiquement 4% des émissions de gaz à effet de serre global, c'est presque 2 fois plus que ce que c'était en 2007, c'est-à-dire que c'est le secteur qui a la croissance la plus forte, ce qui n'est pas du tout la trajectoire de l'accord de Paris. Alors rappelons quand même rapidement que le changement climatique et les gaz à effet de serre, pour ne prendre que ce cas-là, c'est un enjeu important. Comme on le voit sur les cartes à droite, c'est très rapide et didactique, mais c'est quand même pour rappeler. Pour ce qui est de la France, il est possible, à ce qu'on dit toujours, on dit toujours oui, un réchauffement d'ici 4 degrés d'ici 2100. 2100, c'est très très loin, d'ici 80 ans, on a le temps et tout. Suivant certains scénarios, donc vous voyez celui qui est en bas à droite, en 2050, il pourrait faire des pics de 55 degrés dans l'est de la France. Donc 2050, c'est quand nos étudiants qui ont 20 ans aujourd'hui auront, disons, à peu près nos âges, c'est-à-dire une cinquantaine d'années à cette époque-là. Donc 55 degrés, ça pose, je vous rappelle que 55 degrés, c'est la température à ne pas dépasser sur un briquet, par exemple. Hein. Donc à 55 degrés, il est possible que les briquets se mettent à exploser ou des choses comme ça. Enfin, c'est quand même tout à fait particulier comme température. On ne connaît pas, enfin, on ne connaît pas ces températures. D'ailleurs, il n'y a pratiquement aucun pays du monde qui connaît ces températures, puisque les records, enfin, on est proche des records mondiaux actuels, type Vallée de la Mort ou Arabie Saoudite. Hein. Alors, c'est les pics des vagues de chaleur, mais quand vous regardez le plan climat-air-énergie territorial de la ville de Lyon, par exemple, bah, il se projette sur un climat algérien d'ici 2050, hein, nord algérien, mais algérien quand même. C'est-à-dire que Lyon, ça sera Alger. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Alger, moi je ne suis pas allé, mais j'ai regardé les photos et ça ne ressemble pas du tout à Lyon. Hein. Donc alors tout ça dans un contexte où la FAO, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, anticipe un besoin d'augmentation de la production alimentaire et pas d'une baisse. Avec un réchauffement, il y aura forcément une baisse de la disponibilité alimentaire. Enfin, on va donc, comme dit Jean-Marc Jancovici dans son langage inimitable, à 4 ou 5 degrés de réchauffement, le monde il est chaotique, conflictuel et conséquence, il y a probablement plus de numérique. Donc effectivement, c'est s'intéresser à la sobriété numérique, c'est déjà s'intéresser à la condition de possibilité future du numérique. Alors, qu'est-ce qui fait que ça consomme plus? Ben, tout simplement qu'il y a un rythme extrêmement élevé de croissance du numérique. Là, vous avez les chiffres de Cisco qui sont assez largement repris, avec à gauche les volumes de data, à droite le trafic de IP, et puis vous voyez la croissance qui est attendue, la croissance du débit qui est attendue avec la 5G, donc qui est tout à fait considérable. On pourrait discuter, savoir si c'est réaliste ou pas comme projection. Il n'empêche que quand on regarde, enfin le bon argument, je trouve, c'est que quand on regarde le passé, Cisco a en général sous-estimé la croissance du trafic et de l'augmentation des data, c'est-à-dire que là, ça augmente très très vite. Et l'année d'avant, Cisco pensait que ça augmenterait aussi très vite, mais pas encore assez vite. Hein. Donc, on est vraiment sur des tendances extrêmement fortes. On pourrait se dire que tout ça consomme de l'énergie, certes, on pourra revenir ensemble si vous voulez, hein, mais ça va en consommer quand même de moins en moins parce qu'il y a l'efficacité énergétique. Et c'est vrai que quand on regarde l'ENIAC en 1945, qui consommait 150 000 watts pour faire 5 000 opérations par seconde, c'est sûr que quand on prend un processeur contemporain, c'est peut-être 10 millions de fois ou 100 millions de fois plus efficace du point de vue énergétique. Donc on se dit, il n'y a pas de limite. Le problème est que s'il y a une limite, et la limite, c'est la barrière de Landauer en physique, c'est-à-dire l'énergie minimale qu'il faudrait pour créer un changement d'état dans le système, c'est-à-dire une information. Et là, vous avez un rapport de l'industrie des semi-conducteurs de 2015, donc il disait avec le système benchmark, le système de l'époque, où il faut 10-14 joules pour produire une unité d'information, en regardant l'évolution de la demande de data, avant 2040, le numérique consomme la totalité de l'énergie, je pense que c'est de l'électricité mondiale. Donc c'est quand même tout à fait considérable. C'était en 2015, hein, donc bien avant le Shift Project. Et ils ont juste fait des projections, hein, c'est très très simple, mais quand même ça indique bien la tendance. Si on se dit qu'on a un système 1000 fois plus efficace, donc dans ce cas-là, on a 10 moins 17 joules par bit,
Et dans ce cas-là, vous voyez que ça ne décale le problème que de quelques années. C'est-à-dire qu'au lieu de 2036 ou 37, on est à 37 peut-être, et ben on va être à 2043 ou 44, allez, 45, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et puis, si on se dit qu'on va atteindre la limite absolue, ce qui est évidemment impossible, 10-21, si on prolonge, on est à 2070 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pas les gains en efficacité qui vont résoudre le problème. On va parler de la quantique après, si vous voulez, mais qui est peut-être un peu différente, encore que c'est assez balbutiant. Mais pour ce qui est du numérique classique, linéaire, on pourrait dire, voilà les données. Alors, est-ce qu'au moins le numérique sert à réduire l'empreinte écologique et gaz à effet de serre des autres secteurs? C'était la promesse des entreprises du numérique. Vous voyez en haut à droite les différents rapports Smart 2020. Vous voyez nous, on a rendu notre première étude sur le numérique vert en 2009 et on avait discuté ce rapport Smart 2020 de 2008. Vous voyez que c'était en 2008, nous sommes en 2020, même en 2021, et donc on va pouvoir regarder si les promesses ont été tenues. En 2020, tous ces rapports ont été faits par une coalition d'entreprises qui s'appelle la Global E-Sustainability Initiative, donc à l'échelle mondiale. Et donc, ils promettaient de réduire, que le numérique pollue, certes, mais le numérique permet de réduire 5 fois sa propre empreinte dans les autres secteurs. Puis après, ils ont rendu un autre rapport, 2012, en promettant 7 fois de réduction. Et puis en 2015, un autre rapport, 9,7 fois, 10 fois de réduction. Hein, l'empreinte écologique du numérique. Vous voyez, pour eux, elle ne devait pas augmenter tellement, donc ils ont eu tout faux. Et l'empreinte écologique du secteur devait servir, était une espèce d'investissement pour réduire les émissions des autres secteurs. Alors tout ça, ça passait par Smart Grid, Smart City, Smart Housing, télétravail, etc., etc. Donc tout ce que ça pouvait permettre d'activer dans les autres secteurs. Le bilan, il est là. Donc déjà, je vous ai dit, pour le ICT footprint, c'est raté puisque c'est x2 d'augmentation de la footprint, alors qu'eux, ils tablaient un peu plutôt sur une légère diminution. Il y a eu une étude qui a été rendue là, en octobre 2020, vous le voyez ici, je peux même utiliser le crayon là pour voir si ça marche. Voilà, octobre 2020. Et cette étude, elle dit, certes, il y a eu de l'efficacité énergétique, certes, il y a eu des changements sectoriels induits par le numérique qui ont été bénéfiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais tout ça a été plus que compensé, d'où la balance qui pèse à droite et pas à gauche, par les effets directs de consommation du secteur et la croissance économique qui a été permise par le secteur. Et effectivement, quand on regarde dans les rapports européens sur les raisons pour lesquelles les émissions de gaz à effet de serre en Europe ne baissent plus vraiment, bah, la cause première, c'est la croissance économique. Et après, il y a d'autres causes, il y a les SUV, il y a la triche sur les voitures, enfin, il y a d'autres causes, mais la première, c'est la croissance économique. Alors, les usages sont vite mis en cause. Hein. C'est le Shift Project, par exemple, de dire, oulala, attention, Netflix consomme beaucoup, YouTube, c'est la vidéo. Le gros problème, c'est la vidéo. Oui, alors, c'est pas faux, hein, effectivement. Alors, d'autres disent, c'est les data centers. Non, oui, d'accord, c'est vrai. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important, c'est le trafic de data. Parce que quand on dit les data centers consomment, c'est comme dire le moteur consomme, le moteur d'une voiture consomme. Alors, que le moteur d'une voiture consomme, c'est bien. Le problème, c'est pas que le moteur consomme, c'est qu'il y a une personne qui appuie sur l'accélérateur pour aller d'un endroit à un autre. C'est qu'il y a un déplacement. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de consommation du moteur. Ce n'est pas de la faute du moteur s'il consomme. Donc, focaliser sur les data centers, c'est intéressant, mais c'est quand même un peu limité. Alors, nettoyer sa boîte mail, comme on entend souvent, ça sert presque à rien. Effectivement, ce qui compte, c'est les data et les gros trafics de data. Juste pour se donner une petite idée, un fichier en 4K, c'est 100 gigas. 100 gigas, je répète, 100 gigas, 100. Quand on télécharge un film de manière légale, bien sûr, juste en résolution, je dirais normale, c'est 700 mégas environ, un film d'1 h 30. C'est pour donner une idée. Hein. Donc avec le numérique, on est très vite dans des ordres de grandeur 100 fois plus grands. On passe fois 100 assez vite. Et quand on regarde la taille des fichiers encore 8K, comme sur le téléphone Samsung, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est encore bien plus élevé. Ce qui fait que 350 gigas, je crois. Ce qui fait que le téléphone, il peut pas prendre beaucoup il peut prendre quelques minutes de vidéo 8K. Alors, si on regarde l'avenir maintenant, hein, pourquoi ça augmente? Ben, déjà, c'est parce qu'il y a un investissement assez fort sur l'augmentation. Microsoft a annoncé vouloir viser 7 milliards de joueurs.
de gamers en ligne. Donc les gaming, c'est de la vidéo. Tout ça, c'est quand on parle, quand on imagine aussi dans science-fiction le film Virtual Revolution où les acteurs passent une bonne partie du temps dans un monde numérique en immersion totale. Il n'y a pas vraiment de limite. Imaginez qu'on reproduise le monde dans lequel on vit entièrement sur des ordinateurs jusqu'à modéliser à une résolution à laquelle on voit les atomes. Vous voyez, et on modéliserait la totalité de la planète, ben, ça serait des consommations. Il n'y a pas de limite, en fait. De ce point de vue-là, il suffit qu'il y ait de la puissance de calcul derrière. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi la voiture autonome, ce qui consomme, d'après Thierry Breton, l'équivalent de 6000 usagers d'Internet. Parce que la voiture autonome, enfin je ne détaille pas trop parce qu'on n'a pas le temps, mais la voiture autonome échange des quantités énormes de données pour se repérer dans son environnement, et l'environnement lui envoie aussi de grandes quantités de données. Ce qui fait qu'on arrive à des scénarios de croissance énergétique qui ont été recalculés et qui confortent un peu le papier de l'industrie des semi-conducteurs évoqué plus haut. Et aujourd'hui, ce sont des chiffres qui sont toujours discutés, mais qui commencent à être pris au sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que la digitalisation? On est obligé de revenir un petit peu là-dessus. Alors, il y a des réponses qui ont été données, qui sont souvent insatisfaisantes. En sociologie notamment, on dit souvent le numérique, c'est une espèce de nouvel espace public. Hein, c'est la presse Gutenberg. C'est une thèse qui remonte à McLuhan, qui lui-même l'avait prise chez Innis. Donc et McLuhan a été repris par Eisenstein, Elisabeth Eisenstein, qui est une historienne qui a eu une influence quand même assez considérable. Bon, le rapport Noraminck nuance un petit peu ça en disant finalement c'est une nouvelle manière de diffuser de l'audiovisuel. Donc on est toujours dans le numérique comme disons espace public, espace de communication, espace d'information. Puis il y a une autre vision qui est le numérique comme commande. Et effectivement, Norbert Wiener, dès les années 40, dit le numérique, c'est l'information et la commande. Et quand on regarde le numérique comme commande, on est plutôt du côté de Manuel Castells ou de Pierre Wells. Tous les discours autour de l'industrie 4.0, des chaînes de valeur globales, tout ce qui va du code barre, hein, disons, la première numérisation des chaînes de valeur jusqu'à l'Internet des objets. Tout ça, c'est la même logique finalement. C'est une manière de commander le déplacement de la matière et de l'énergie maintenant à l'échelle globale. Donc là, on n'est pas dans la communication. Ça marche sans qu'on ait besoin de. Ça marche d'ailleurs, ça veut bien dire. Ça fonctionne. Hein, c'est pas de la communication, c'est pas du verbe. Alors effectivement, le numérique, c'est l'information et la commande, et l'Internet plus spécifiquement, je pense que c'est intéressant de le rappeler, est très différent du web. Le web, c'est plutôt l'information, effectivement, tandis que l'Internet, c'est plutôt la commande, même s'il y a eu des usages informationnels de communication au début. Et l'inventeur de l'Internet, Leonard Kleinrock, en 1961, il faut se rappeler qu'il applique à l'information notamment numérique, le modèle de la logistique, avec l'idée de la commutation par paquet. Alors, le numérique le permet, l'analogique ne le permettait pas vraiment, hein, mais on aurait très bien pu avoir du numérique sans commutation par paquet. C'est une manière d'utiliser le numérique. Alors, qu'est-ce que c'est la commutation par paquet? Tous ceux qui ont des OS Linux savent ce que c'est, parce que sur Linux, quand on installe un logiciel, on installe en fait des paquets, on n'installe pas des logiciels. Moi-même, qui ne suis pas informaticien, pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que c'était donc que ces paquets dont il me parlait. En fait, des paquets, c'est des petits morceaux d'information, d'algorithmes qui vont circuler sur le réseau. Et puis, donc, je vais envoyer, par exemple, un fichier qui est fait d'algorithmes. Certains morceaux du fichier vont partir par les États-Unis, d'autres par l'Australie. Sur chaque fichier, une petite étiquette qui permet de ne pas se perdre, comme dans une espèce de code barre, hein, un peu comme dans un centre de tri de la poste. Et à la fin, tous ces petits morceaux arrivent et se recombinent et donnent le paquet reconstruit, si on veut, le paquet fonctionnel pour l'usager. Donc c'est vraiment ça ce que dit Leonard Kleinrock dans sa dissertation de philosophie, hein, parce que c'est PhD, c'est dissertation de philosophie pour tout le monde, en 1961.
Alors, quand on regarde, donc c'est les deux grandes interprétations. Les portails du numérique autour des années 2000, la bulle Internet, tournaient autour de l'idée Noraminc, hein. C'est-à-dire c'était AOL, le petit fournisseur d'Internet, qui avait plus ou moins absorbé Time Warner, le gros fournisseur de contenu. Vous voyez, canaux, contenu. Et on se disait, bon, l'ordinateur, il va faire quoi? Bah, ça va être une espèce de seconde télé. Et le Credox se disait, deux télés dans la maison, est-ce que ça va pas euh, comment créer des conflits dans les familles? Enfin, c'était le grand sujet de préoccupation du moment. Quand vous regardez l'écosystème numérique, hein, et son évolution, vous le voyez là, c'est pas tout à fait la dernière infographie, mais presque. Vous voyez que les contenus que j'ai entourés en rouge, là, que je réentoure encore, ben en fait, c'est que 250 milliards. Et les tuyaux, c'est 430 milliards, 4300 milliards. Donc ça voudrait dire, si Noraminc avait raison, donc si c'était Internet, c'était la diffusion audiovisuelle, ben ça voudrait dire que les tuyaux, ils coûtent, je n'ai pas calculé combien de fois, mais enfin, ils coûtent 4000 milliards de dollars, tandis que le contenu, il coûte 250 milliards de dollars. Vous voyez, c'est pas possible. Ça voudrait dire que les tuyaux sont extrêmement chers, donc ça serait pas viable. Donc c'est pas la bonne explication. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que déjà c'est pas que la diffusion audiovisuelle, c'est aussi l'espace public numérique, enfin l'espace public au sens plus large, c'est-à-dire les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Mais surtout, ça va être la commande, l'organisation, non seulement de l'information, mais de la matière et de l'énergie, la circulation de la matière et de l'énergie à l'échelle globale. Alors, tout ça est poussé par énormément d'argent, c'est-à-dire que de l'argent et des discours sur l'avenir dont on peut douter de la sincérité, de la réalité. Enfin, en 2000, ils se sont effondrés, il y a eu un gros clash. Pourquoi rien ne permet de dire qu'il n'y en aurait pas un autre dans les prochaines années. On voit ici les licornes, c'est-à-dire les entreprises valorisées plus de 1 milliard de dollars en bourse. Donc l'argent va à l'argent, tous les financeurs pensent que c'est là que ça va marcher, donc il y a de l'argent, donc le numérique regorge d'argent, et à la différence de l'isolation des maisons, à la différence de la réduction des déplacements en voiture, à la différence, etc. Bon, l'argent va de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il ne va pas ailleurs. Donc tout ça est porté par du storytelling. Je vous ai mis Steve Jobs, excellent dans le storytelling, la mise en scène par le numérique de sa propre réussite, hein. Vous voyez, là on voit les tables de la loi au sens de la Bible, et puis ce commentaire du Wall Street Journal. La dernière fois qu'il y a eu autant disons, c'est pas excitation, c'est un anglicisme, mais d'émotion, on va dire, à propos d'une tablette, il y avait des commandements écrits dessus. Enfin, la comparaison est quand même bon, mais ils osent tout, hein, il n'y a pas de souci. Donc on arrive à cette évolution-là. En 2009, vous voyez que les 20 compagnies les plus capitalisées à l'échelle mondiale, c'était le pétrole et le gaz. Et en 2018, c'est le numérique, hein, parce que là-dedans, il y a principalement du numérique. Alors à noter que tout ça, je passe très très vite, mais on pourrait se dire, mais enfin quand même, c'est énorme. Et pourquoi ils n'ont pas vu ça avant? Parce que le premier rapport de la CNUSED sur le numérique date de 2019. On pourrait dire quand même, c'est incroyable. Oui, alors je passe très vite sur les difficultés statistiques, les difficultés justement en termes de schéma étatique de qu'est-ce que c'est que le numérique. Le numérique n'étant pas vraiment un secteur, était en fait éclaté dans plein de secteurs, pas vraiment visible, etc. Bon, d'où le paradoxe de Solow, notamment, hein, qui disait je vois les ordinateurs partout, mais pas dans la contribution des ordinateurs. Enfin, je vois les ordinateurs partout, mais je ne les vois pas dans les statistiques, notamment les statistiques de croissance. Donc là, le numérique, c'est la croissance par d'autres moyens, hein. Bon, je vais très vite, mais les plateformes, c'est l'organisation, ouais, la logistique toujours, hein. Je pense que si on aborde le numérique plutôt par la logistique, plutôt que par la presse Gutenberg, on voit tout à fait autre chose. Et il est, dans ce cas-là, tout à fait face à coule de source que les camions deviennent autonomes, soient pilotés à l'échelle globale par Elon Musk. De la même manière, les chaînes de construction, de la même manière, les centres de tri.
Donc, quand on commande sur son téléphone, je vais très vite, mais quand on commande sur son téléphone, je sais pas, un pull Zara, par exemple, eh bien, on déclenche un ordre chez le fabricant de laine qui est peut-être dans les Sichuan en Chine, qui va tondre son mouton, etc., etc., qui vont ceci, qui vont cela, jusqu'à arriver à la livraison du pull dans la petite boîte Amazon, dans la boîte aux lettres. Vous voyez, donc ça fait bouger la matière à l'échelle globale. Et je pense intéressant de noter que Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, disait que la mondialisation donc, qui prend place dans les années 70, la transnationalisation, elle repose sur deux innovations, Internet et le conteneur. Alors quand on dit conteneur, faut penser la boîte. Hein, ça, c'est une boîte. Là, il y a plein de boîtes, vous voyez. Tout ça, c'est des boîtes. Dans les boîtes, il y a des objets qui permettent de faire d'autres objets qui eux-mêmes vont repartir dans des boîtes, etc. La boîte est essentielle dans la logistique, les boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres, etc. Alors, les buts généraux, c'est toujours la croissance, hein, donc les gains de productivité. L'expansion des réseaux aussi. Apple essaye de faire en sorte que les usagers d'Apple soient parfaitement libres dans l'écosystème Apple, mais surtout qu'ils soient empêchés de sortir. Même chose pour Microsoft, même chose pour voilà, la stratégie de réseau, la stratégie de club, c'est une stratégie, disons, généralisée, non pas simplement celle des GAFAM. Donc le modèle classique reste inchangé. Petit rappel, c'est un graphique qui est extrait du rapport annuel de la Réserve fédérale de Dallas. Hein, donc une entité publique. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la machine à mouvement perpétuel de la croissance endogène. Il faut bien regarder tous les mots. La machine à mouvement perpétuel, donc c'est pas destiné à s'arrêter, de la croissance endogène. Bah, ça repose sur quoi? Des besoins insatiables qui génèrent des incitations de profit parce que c'est des occasions de vendre quelque chose à quelqu'un, d'où de l'innovation, d'où des produits nouveaux et meilleurs, ce qui fait transformer les entreprises, des emplois nouveaux et meilleurs, plus de temps de loisirs, une croissance du niveau de vie, d'où et ainsi de suite. Et ça, c'est perpétuel. Hein. Donc ça génère l'innovation technologique parce que c'est ici, mais ça génère un certain type d'innovation qui va toujours dans le même sens, qui est higher standard of living. D'accord? Alors ça profite quand même pas tout à fait à tous, comme cette mondialisation, comme on a pu s'en apercevoir dernièrement. Donc il y a la France qui gagne ici, hein, parce que ce système de mondialisation a généré la métropolisation, c'est ce qu'on voit ici, donc les métropoles qui sont dans les hubs de valeur mondiale, qui ont les salaires, les bons salaires, les emplois déjà, et puis en plus les bons salaires, et qui ont voté en 2017 au deuxième tour beaucoup plus pour Emmanuel Macron que la moyenne, et puis les zones dans lesquelles il n'y a ni les emplois ni les salaires, et qui ont au deuxième tour voté de manière plus importante pour Marine Le Pen. Donc il y a d'un côté la France qui gagne, et de l'autre côté j'ai mis la France qui paie, c'est-à-dire qui paie et qui ne gagne pas. Ça, c'est valable aussi à l'échelle mondiale. Je vais le dire rapidement. Alors, si on s'intéresse maintenant au jeu d'acteurs, hein, vous vous rappelez les schèmes étatiques que j'ai évoqués. Donc, maintenant que j'ai parlé de manière assez générale, je vais focaliser un tout petit peu plus sur les régulations qui sont en place au travers de quatre acteurs, les autorités publiques, les entreprises, les consommateurs et les ONG. Alors du côté des autorités publiques, on a compris, il s'agit de favoriser la machine à mouvement perpétuel de la croissance endogène. Donc, c'est la 5G et pour moi le modèle Amish n'est pas souhaitable du président de la République. Donc après la 1G, il faut la 2G, après la 2G, il faut la 3G. On finance tout ça. L'État met la main à la poche pour le dernier kilomètre parce que c'est pas très rentable pour les entreprises privées, etc. Bon, je ne reviens pas sur l'économie des télécoms, mais c'est numérisation à marche forcée. Pourquoi je mets à marche forcée? Parce que le Crédoc, par exemple, entre 97 et 2018, on va dire, ne cesse de souligner que les Français, ils n'ont pas vraiment envie de tous ces appareils-là et qu'il faut arriver à trouver des populations qui sont susceptibles d'acheter les produits, de les trouver intéressants, qu'ensuite ces produits se généralisent et puis qu'on arrive à pousser les récalcitrants dans la consommation de produits, même s'ils n'en ont pas vraiment envie. Hein, les études au niveau européen montrent la même chose. Les Roumains, par exemple, sont très bien équipés en fibre optique, mais pas de bol, ils n'ont pas envie ça les intéresse pas d'utiliser le numérique. Donc oups, oh là là, j'ai un problème de batterie, 2 secondes.
Donc, tout ça a pour but de rendre le territoire compétitif. Compétitif, ça veut dire attirer les investissements, ce qui permet d'augmenter le PIB, etc. Bon, je passe sur la courbe de Milankovitch, peut-être je suis déjà assez long. Tout ça va avec quand même une limitation des effets néfastes qu'on pourrait appeler sobriété et que les documents officiels appellent sobriété, mais vous allez voir que je pense que c'est pas vraiment c'est pas vraiment de la sobriété, c'est plutôt de l'efficacité. Il y a 3 directives au niveau européen qui sont importantes. Une première directive, c'est la directive Energy Using Products, qui est devenue Ecodesign, et elle est responsable de l'étiquette énergie. C'est ce que le grand public connaît le plus. Pourquoi vous avez tous des frigos A++ et des machines à laver A++? À cause de l'étiquette énergie. Et l'étiquette énergie a permis de faire baisser à elle toute seule la consommation d'énergie en Europe de quelque chose comme pratiquement 10%. Donc c'est le modèle, quoi, hein. C'est ce qu'il faut faire, c'est l'étiquette énergie. Et ça montre aussi que quand les consommateurs sont informés, ça change tout. Donc ça valide aussi implicitement que la désinformation est quand même la règle et pas l'information. Donc EUP, elle visait d'abord la consommation d'énergie et elle est en fait c'est une directive qui est très interventionniste. L'EUP, c'est aussi à cause d'elle que vos chargeurs de téléphone sont froids. Tout simplement parce que les chargeurs qui chauffaient trop, inefficaces sur le plan énergétique, ont été purement et simplement bannis du marché, hein. Donc c'est une directive qui est directive, comme son nom l'indique. Et elle est très intrusive d'un point de vue technologique. Elle est basée sur les meilleures technologies disponibles et elle élimine tout simplement celles qui seront considérées comme non souhaitées. Et de plus en plus, elle va de l'énergie vers la matière. C'est-à-dire que c'est pour ça que éco-design, éco-conception, et notamment avec l'intégration du plastique recyclé et un petit peu de réutilisation, réparation. Donc ça, c'est une première directive. Deuxième directive sur laquelle on avait fait un rapport en 2006, la directive sur les déchets électriques et électroniques. Je résume les 5 principes. Le metteur sur le marché, donc moi j'ai un ordinateur Dell par exemple, hein, Dell est responsable de la fin de vie du produit, alors que normalement il met sur le marché, puis après il s'en fout, c'est les entreprises du déchet qui se débrouillent. Là, il doit, si l'ordinateur Dell est retrouvé quelque part en train de polluer la nature, c'est la faute de Dell. Vous voyez, c'est ça la responsabilité élargie du producteur. Donc ce principe est à la base de plein de directives européennes. Les véhicules hors d'usage, les batteries, c'est vraiment générique en Europe pour, disons, gérer la fin de vie des produits. Alors le consommateur, lui, il doit rapporter le produit, c'est la responsabilité élargie du consommateur. Comme le producteur, il ne sait pas en général traiter ni collecter les produits, c'est-à-dire que une fois que c'est parti chez le consommateur, comment les récupérer, une fois que c'est récupéré, comment les traiter, le producteur a le droit de mettre sur pied des éco-organismes. Dont je dirai après, c'est bon. Donc c'est les producteurs qui dirigent les éco-organismes, hein. Donc quand vous voyez écotaxe pour la éco-contribution, en fait c'est éco-contribution parce que c'est pas des taxes, tout ça c'est entièrement privé, c'est pas l'État qui s'en occupe. Les éco-organismes sont des SAS en général. Et puis la troisième directive, c'est la directive ROHS, qui a plutôt bien marché, parce qu'il n'y a plus beaucoup de toxiques dans le numérique aujourd'hui. Alors, vous voyez, j'anticipe déjà, mais la directive D3E, en gros, n'a pas bien marché, pour tout un tas de raisons. La première, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts évident, et on l'avait déjà dit en 2006, entre l'intérêt du producteur, qui est de minimiser ses coûts, et l'intérêt des éco-organismes qui devrait être de maximiser la qualité de recyclage, ce qui veut dire augmenter les coûts. Donc les producteurs ont intérêt à laisser faire de manière dite ou pas dite, un mauvais recyclage et une fuite importante des déchets électroniques par-delà les frontières. Et en France, il y a 30 à 40% des déchets électroniques dont on ne sait pas ce qu'ils viennent, 20% qui sont mal recyclés et au grand maximum 30% qui sont recyclés correctement. Et recycler correctement, ça veut dire juste recycler du plastique en général et les métaux les plus courants. On perd les métaux rares, les fameuses terres rares, tout ça est très très mal recyclé, voire pas du tout. Alors, si je continue le jeu d'acteurs, donc les entreprises, j'ai déjà évoqué, elles ont été plutôt en 2008, hein, en 2007, quand le chiffre 2% des émissions de gaz à effet de serre est sorti, les entreprises, très vite, comme dans le rapport Smart, très vite, elles ont dit, bon, d'accord, ça pollue, mais enfin, c'est pas nous, c'est les autres, hein. Et d'ailleurs, on va quand même aider les autres à réduire les émissions.
Et bon, j'ai dit tout à l'heure ce qui s'était réellement produit. Donc ça, c'est une constante. Hein, dans un problème diffus comme celui de la pollution, chacun a tendance à penser que le problème, c'est l'autre et que lui-même, il pollue pas beaucoup parce qu'il est quand même vachement utile. Alors, depuis quand même 2008, il y a eu des évolutions, et même avant. L'efficacité énergétique, c'est un point qui a été beaucoup mis en avant par les entreprises, pour des raisons qui n'ont rien à voir en général avec les économies d'énergie macroscopiques, hein, c'est-à-dire globales, telles qu'on les voit ici. L'efficacité énergétique, c'est bien parce que ça permet d'évacuer la chaleur, ça fait moins de chaleur évacuée, ça permet plus d'autonomie avec des batteries qui sont ce qu'elles sont. Enfin, ça permet d'économiser de l'argent, etc., etc. L'efficacité énergétique est recherchée pour des raisons qui ne sont pas liées aux émissions de gaz à effet de serre. Elle génère en général l'effet rebond, c'est-à-dire que, je prends un exemple, vous allez très vite comprendre, quand on économise de l'énergie dans un data center, ça réduit la facture. La question, c'est que fait-on de l'argent économisé dans la facture? Si cet argent est utilisé pour faire du motocross le week-end ou augmenter la consommation de quelque chose d'autre, il n'est pas évident qu'on y gagne. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire il y a de l'efficacité énergétique qui génère une augmentation de consommation. Donc tout ça est bien connu depuis longtemps. C'est le paradoxe de Jevons à la fin du 19e siècle. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on découvre l'eau chaude quand on dit ça. L'économie circulaire aussi a beaucoup progressé sous l'angle du plastique. Là, par exemple, l'ordinateur que j'ai devant les yeux, qui est un Dell, est noir mat, assez moche, bah, c'est du plastique recyclé. Ça se voit tout de suite. Donc le plastique recyclé a été de plus en plus inséré dans le numérique. Hein. Donc ça, c'est une évolution depuis 2008. Et puis le renouvelable, en grande partie grâce d'ailleurs aux ONG, parce que c'est Greenpeace en grande partie qui a poussé les GAFAM à investir dans le renouvelable. Et c'est une des raisons pour lesquelles Trump les déteste, hein, parce que les GAFAM se sont affrontés très fort au charbon aux États-Unis, alors qu'elles elles s'approvisionnaient en électricité patriotique, hein, qui est l'électricité au charbon. Donc, du côté d'entreprise, en gros, voilà ce qui a pu être fait. Du côté des ONG, j'ai déjà dit ce qu'a fait Greenpeace. Hein. En général, c'est du name and shame, c'est-à-dire que la première campagne de Greenpeace, ça s'appelait Green My Apple. C'était pour dire que Apple, dont le slogan est Think Different, en fait, était une entreprise comme les autres qui pollue autant que les autres. Et donc, ils vont jouer sur l'espace public, sur le name and shame, c'est pas, c'est nommer et faire honte. Hein. Donc c'est le goodwill, on pourrait dire en termes d'entreprise, jouer sur l'image, quoi, pour obliger les acteurs à évoluer. En général, ça marche quand même pas mal. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est quand même que ça va plutôt vers l'efficacité énergétique, les renouvelables, et pas vraiment vers la sobriété. C'est-à-dire que les ONG ne vont pas vraiment mettre en cause toujours plus de numérique, toujours plus de services numériques, toujours plus de résolution numérique, etc., etc. Et les consommateurs, enfin, bah, tout le monde parle au nom des consommateurs, les entreprises parlent au nom des consommateurs. Hein. Pour les entreprises, évidemment, le consommateur, c'est de sa faute s'il veut consommer de la 4K, c'est pas de la faute des entreprises. Pour les autorités publiques, bah oui, le public veut la 4K et c'est bien évident, et même si toutes les études montrent le contraire. Pour les ONG, bah, les consommateurs, ils sont intéressés par la planète. Bon, donc chacun fait parler le consommateur. C'est pour ça que j'ai dit que les acteurs ventriloquent le consommateur. Et le consommateur lui-même, bah, d'abord, il est pluriel, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Et là, je vais très très vite, mais quand on regarde la numérisation, eh bien, souvent, c'est tiré par les CSP+, ceux qui ont de l'argent supplémentaire au-delà de ce que la théorie de la régulation appelle la norme de consommation, c'est-à-dire ce qu'il faut pour faire partie d'une société. Il faut avoir une maison, il faut avoir un véhicule ou des choses comme ça en France pour ne pas être pauvre. Bah, eux, ils ont largement plus, donc ils peuvent acheter des gadgets, entre guillemets, pour tester. Voilà, ils sont souvent bien insérés dans les entreprises, donc ils sont souvent... disons, ils ont un a priori favorable sur la nouveauté technologique, quel que soit son usage. Mais ça a été tiré aussi par les catégories populaires parce que le téléphone portable, quand il arrive, dans les années 90, quand il est proposé, et à la fin des années 90, bah écoute, il revient à moins cher que le téléphone fixe. Pourquoi? Bah parce qu'on téléphone moins, puis surtout on utilise le SMS du côté des classes populaires. Pareil pour le smartphone s'impose très vite
tout simplement parce qu'il remplace l'ordinateur qui est trop cher. Et d'ailleurs, à Mines Télécom, ici à Évry, on l'a pu le voir quand on est passé en distanciel. Quand on est passé en distanciel, du côté d'IMTBS, où la population est quand même, disons, assez fortement boursière, on s'est aperçu que certains étudiants, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont que le smartphone. Donc ça, c'est tout à fait, c'est pas étonnant du tout, en fait, quand on regarde la diffusion, les logiques d'adoption des produits. Alors globalement, tous ces acteurs, ils ont quand même assez foi dans la technologie qui évite de remettre, qui évite de remettre en cause le système dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la croissance perpétuelle, la machine à mouvement perpétuelle de la croissance endogène. Le Green New Deal, en dépit de ce qu'il proclame, se situe quand même assez fortement dans cette logique-là, avec du numérique à tous les étages pour que les gens se mettent à consommer vert, ce qui paraît très mystérieux. Alors le consommateur, lui, quand on regarde ce qu'il en pense, on s'aperçoit qu'il est souvent critique, souvent retort, et effectivement, c'est pour ça qu'on parle souvent de marchés qui sont techno-push ou par l'offre, de marché de l'offre. Le consommateur, quand un nouveau produit arrive, il est plutôt dubitatif. Et même aujourd'hui, les classes populaires, quand on regarde comment elles utilisent le smartphone, c'est souvent par souci d'être intégré socialement. Hein. Pourquoi j'ai acheté, dans un travail sur les classes populaires Internet, une mère de famille disait, j'ai acheté un smartphone à mes enfants parce que quand ils vont à l'école, sinon les copains se moquent d'eux. Voilà, on ne peut pas dire qu'ils trouvent ça très intéressant. C'est juste que, bon, ça s'utilise, utilisons-le comme les autres, et sinon on va être plus stigmatisé qu'on est déjà. Par contre, la généralisation du numérique fait que les gens, évidemment, ça devient un besoin. Donc la demande devient stable parce que le numérique devient indispensable, et ce phénomène de lock-in qu'on voit ici dans les enquêtes du CREDOC. On passe d'un taux de est-ce que le numérique, avoir accès à Internet est important pour se sentir intégré à la société. Vous voyez qu'on passe ici de 54% à 68%. Donc ça a augmenté, en 10 ans, ça a augmenté quand même de 14%, et la pente, elle est quand même assez forte. Donc assez rapidement, sachant qu'en 2000, personne n'en avait besoin ici, hein, de Internet, puisqu'il y a une infime minorité qui était connectée. Donc la dépendance, comme la dépendance à la voiture, hein, une fois que les maisons sont toutes éloignées les unes des autres, c'est quand même assez compliqué de se passer de voiture. Là, c'est un peu pareil. Le système numérique devient obligatoire pour nombre de personnes. Donc, on arrive à l'impératif de la sobriété. De la sobriété. Alors, le sujet est abordé de manière récente. Hein. Donc là, je vous ai mis la feuille de route du Conseil national du numérique. Donc j'ai beaucoup contribué en fait à cette feuille de route que vous pouvez voir ici. J'ai passé pas mal de temps avec le Conseil national du numérique pour la réécrire, pour la restructurer, toutes ces choses-là. Vous voyez ce qu'ils disent, le numérique sobre, c'est d'abord celui qui réduit sa propre empreinte. Très bien, c'est ce qu'on avait vu jusque-là, jusqu'à la fin de vie, ok, très bien. C'est ensuite le numérique au service de la transition écologique et sociale, l'agriculture connectée, etc. Vous voyez, donc le débat est toujours structuré de la même manière. Le Green IT, c'est le IT green, et le IT for green, c'est-à-dire le IT bon pour les autres secteurs. Donc, vous avez vu que, d'après ce que j'ai dit, tout ça est quand même, disons, un peu limité. Alors, j'ai pris volontairement un extrait de l'éditorial, il y a un peu plus que ça dans le document, mais enfin, voilà ce qui ressort dans l'éditorial. C'est-à-dire, en gros, toujours un peu la même chose. Hein. Le Shift Project, par contre, déployer la sobriété, il attire l'attention sur des enjeux un peu plus larges. Donc il dit, sobriété numérique, c'est quoi? C'est créer un monde dans lequel les apports sociétaux essentiels sont assurés d'être préservés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un monde à 5 degrés, il n'y a plus de numérique. Dans un monde fini, ça signifie limiter sa consommation de ressources de façon compatible avec les contraintes environnementales. La question centrale est celle des usages, et donc de la construction collective des usages. Ce n'est pas simplement vider sa boîte mail, comme on a compris. Une fois que tout le monde est obligé de regarder, d'utiliser la visio en 8K, mettons, c'est pas la peine de dire éteignez votre caméra, puisqu'il n'y a plus que ça, on ne peut pas faire autrement, etc., etc. Alors la sobriété, si on remonte un petit peu dans le temps, donc chez Aristote, hein, donc on prend un petit peu de recul, 2500 ans en arrière, la sobriété, c'est la vertu principale chez Aristote, c'est la vertu des vertus. Et qu'est-ce qu'elle dit, à quoi elle renvoie? Elle renvoie à la modération, à la prudence, à la tempérance, la frugalité, vous voyez ce qu'on entend encore aujourd'hui, la juste mesure. Et il y a un philosophe contemporain, Thomas Prinsen, qui a
réutiliser cette logique-là dans un bouquin qui s'appelle The Logic of Sufficiency. Donc, il oppose la sobriété, modération, hein, l'opposé, c'est l'hubris. C'est l'excès, c'est le trop. Hein. Donc, modération, sobriété et hubris, sophrosune en grec et hubris, bah, c'est la modération et puis l'excès. Et lui, il prend ça, il prend un certain nombre d'exemples. Par exemple, si on consomme trop de gaz à effet, on émet trop de gaz à effet de serre, ça déstabilise le climat. Si on en émet raisonnablement, ben, la Terre absorbe les émissions de gaz à effet de serre, ça fait un cycle et tout est équilibré. Si il y a trop de voitures, enfin si on veut se déplacer en voiture, on va plus vite effectivement avec la voiture qu'à pied, mais si tout le monde prend sa voiture en même temps, ça génère un embouteillage et on va moins vite qu'à pied. Donc l'excès génère, enfin empêche d'atteindre les buts que l'on se fixe, etc. Plus généralement, pour l'Antiquité, il existe un lien évident entre les vertus et l'ordre politique. C'est pas le marché qui génère ceci, cela, et puis le politique qui régule le marché, c'est l'ordre social qui dépend des vertus des citoyens, en grande partie, que l'ordre politique vient réguler. Vous voyez, c'est pas véritablement la même logique. Alors, si on revient un peu plus proche de nous, juste toujours pour situer hein, en philo, je vais très vite, mais je pense que c'est intéressant de se rappeler au XVIIe, XVIIIe siècle la querelle sur le luxe entre les partisans du luxe et les opposants au luxe. Alors, Voltaire, grand partisan du luxe, disait le luxe d'Athènes a fait des grands hommes en tout genre. Donc, voilà, le luxe permet, donc, on pourrait dire que c'est l'excès, le luxe, hein, l'hubris. Le luxe a fait des grands hommes en tout genre. Sparte, qui est très connu pour sa frugalité, hein, le confort spartiate, ça vient de là. Sparte a eu quelques capitaines et encore en moins grand nombre que les autres villes. Donc il y a la fable de Mandeville aussi qui va dans le même sens. Enfin, tous les prolux, c'est ceux qui sont les partisans de la croissance endogène, avec l'idée que ceux qui consomment plus, ben, ils montrent la voie aux autres finalement. Hein. Boris Johnson disait d'ailleurs, heureusement qu'il y a des inégalités et qu'il y a du luxe, c'est ce qui pousse tout le monde à travailler. Hein, le grand philosophe Boris Johnson. Alors, du côté des anti-luxe, quelques citations aussi qui sont, je pense, très significatives. Donc, Helvétius, en 1772, disait « Un peuple sans argent est, s'il est éclairé, communément un peuple sans tyran ». Parce que beaucoup d'argent égale oligarchie, en gros, pour Helvétius. Et Rousseau, donc un discours très critique des sciences et des arts et du luxe, qui disait « Le luxe peut être nécessaire pour donner du pain aux pauvres », ce qui était souvent mis en avant, mais s'il n'y avait point de luxe, il n'y aurait point de pauvres. Donc, c'est assez expéditif. Alors voilà une définition tout à fait contemporaine de la sobriété, dans un bouquin qui porte plutôt sur la sobriété énergétique. Donc elle vise une répartition équitable des ressources dans un monde fini. Moi, je vous propose plutôt celle-là. La sobriété, c'est la vertu de mise en œuvre de la justice. Donc c'est équitable, c'est la question de la justice. Et de contrôle de l'historicité dans un monde contigu, plutôt que fini. Alors, pourquoi contigu? Bah, contigu, c'est parce que, certes, il est fini, mais ce qui compte, c'est que, pourquoi on pose le problème, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, une fois qu'elles sont dans l'atmosphère, eh bien, elles se mettent à côté d'autres émissions de gaz à effet de serre, et comme elles sont contiguës les unes aux autres, elles s'accumulent. C'est ça le phénomène d'accumulation. Et l'accumulation de gaz à effet de serre, c'est ça qui fait le réchauffement climatique. Donc, s'il n'y avait pas, comme disait Kant, si la Terre était plate, il n'y aurait pas de problème de définition morale de la propriété. Il suffirait de s'en tenir aux définitions légales. Si quelqu'un n'est pas content, il n'a qu'à aller plus loin. Oui, sauf que la Terre est sphérique et donc les propriétés sont contiguës les unes aux autres. Et donc, les propriétés légales sont toujours susceptibles d'être mises en cause par des raisons morales ou politiques. Donc, on a aussi cette idée de contrôle de l'historicité parce que, alors je ne l'ai peut-être pas mis de manière évidente, mais il y a ce discours qu'on retrouve chez Emmanuel Macron, c'est la 5G ou les Amish. Donc, il y a cette idée que si on n'avance pas, on recule. Donc, il y a une certaine historicité et qui découle en partie du storytelling, mais là je vais très vite, avec cette idée que les gains de productivité sont nécessairement souhaitables, génèrent nécessairement le progrès, etc. Et comme disait Étienne Klein, il serait peut-être temps de faire progresser l'idée de progrès. Donc on a à la fois une idée de limite relative, la distribution de la consommation de données entre les individus, et une limite
absolue, techno-écologique, qui fait qu'aujourd'hui, l'efficacité énergétique, elle est ce qu'elle est. Elle dépend des lois de la matière et pas de. Le Parlement ne peut pas dire je vote pour un numérique 3 fois plus efficace. C'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Donc c'est la limite absolue. Alors que la limite relative, elle est plus, disons, elle est plus, elle n'est pas moins politique, parce que la limite absolue étant techno-écologique, elle dépend de choix politiques, hein, elle aussi. Mais pas entièrement. Ici, elle dépend de théorie de la justice. Fabrice, excuse-moi, Ouais, je suis un peu trop long. ouais, l'heure tourne et en fait, on aimerait garder un temps pour la discussion. Donc, je sais pas si tu peux. Ouais, ouais. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, tant pis. Hein. Alors, juste dire que sobriété et efficacité sont souvent confondues, prises l'une pour l'autre. C'est-à-dire que quand on fait de la sobriété sur un centre de données, on peut générer des économies d'énergie, certes, mais aussi des économies financières qui génèrent de nouvelles dépenses. Donc à un niveau supérieur, ce qui est optimisation ou ce qui paraît sobriété à un niveau n'est en fait que de l'optimisation à un autre niveau. Et je vais m'arrêter là, puis tant pis pour les modes de vie, c'était peut-être effectivement un peu long. Alors, c'est vrai que je vois pas l'heure en plus quand c'est comme ça. Non, Désolé. mais, non, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est très, très intéressant. Donc, peut-être aussi quand même un petit mot sur les modes de vie, parce que je pense que c'est aussi le cœur du sujet. Si tu peux juste prendre 2, 3 minutes pour nous Ouais, synthétiser voilà, d'accord. Très, ton point de très, vue. très, très rapidement. Hein. Bon, ce qu'est un mode de vie, un mode de vie, c'est des pratiques répétitives et largement répandues. C'est-à-dire, quand on prend le métro entre 6 heures et 7 heures le matin, on s'aperçoit que c'est les ouvriers et même pas vraiment les employés. Si on prend le métro entre 8 et 9 heures, on voit que c'est plutôt les cadres. Et c'est comme ça tous les matins. Donc ça, c'est un mode de vie, ça structure des circulations de flux de manière répétitive. Un style de vie, c'est les variations de faible ampleur par rapport à ce mode de vie. Donc, je vais prendre la voiture comme tout le monde, mais moi, ma voiture, elle est bleue, par exemple, parce que j'aime bien le bleu. Donc ça, c'est le style de vie. Et le genre de vie, donc c'est pas militant le style de vie, c'est l'expression de l'individualité. Le genre de vie, par contre, c'est une volonté de changer les modes de vie. Alors, ça peut être autant Greenpeace qui se fait l'avocat de la réparation des produits que Apple qui veut fourguer son iPhone 24. C'est l'un comme l'autre. Les deux veulent changer les modes de vie. Et puis, le quatrième niveau, c'est le niveau du système. Donc moi, ce que je dis, j'avance vite, mais juste pour voir ça, c'est que les modes de vie, c'est des enjeux de réseau. Donc là, l'image parle toute seule. Hein. Comment on fait dans un monde de voitures pour développer le vélo? Comment on fait dans un monde de vélo pour développer la voiture? On voit que ce n'est pas simplement des choix individuels, c'est aussi des choix d'infrastructure. Et il y a un phénomène, je vous rappelle quand même que Tyrol a eu le prix Nobel pour ça, il y a un phénomène de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que qui est-ce qui commence? Est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce qu'il faut d'abord des vélos et ensuite faire des infrastructures? Ou est-ce qu'il faut d'abord des infrastructures et ensuite des vélos? Ben ça c'est une caractéristique de réseau dont on voit que ça ne se limite pas du tout au réseau, aux non attitrés, c'est-à-dire les réseaux télécoms, les réseaux de transport. En fait, tous les modes de vie sont des réseaux. Quand l'écolo moyen va à la Biocoop, c'est pas simplement un petit geste individuel, c'est un réseau de magasins qui eux-mêmes sont en réseau avec des producteurs, etc., etc. Donc ça génère des circulations, et ces circulations, si c'est des genres de vie, vont essayer de s'opposer à d'autres circulations. Donc les vélos vont combattre les voitures et les voitures vont klaxonner abondamment les vélos pour les faire fuir, etc. Donc tout ça, c'est des phénomènes de réseau. Voilà, en très rapide. Merci, merci Fabrice. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui vont émerger. Il y a déjà des questions dans la conversation, donc je vais laisser la parole aux personnes qui ont posé les questions dans la conversation. Mais d'abord, je voulais te remercier. Et pour lancer peut-être un peu la discussion, moi j'avais une question par rapport à tout ce que tu évoques. Donc on voit bien la difficulté hein, d'envisager la sobriété numérique. Après, ce que peut-être j'ai mal perçu, mais ce que je retiens dans ta présentation, c'est une vision assez pessimiste, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faudrait faire pour à la fois bénéficier du progrès quand même qui est offert par le numérique. Il y a quand même des choses
qui amènent du progrès incontestablement. Il y a des choses qui n'en amènent pas, mais il y a des choses qui en amènent. Et comment est-ce qu'on pourrait arriver à concilier les deux, à la fois le bon côté du numérique et arriver à préserver toutes ces ressources dont on a absolument besoin. Comment toi, tu vois ça aujourd'hui? Ouais, alors après en philo, nous on est très fort pour poser les problèmes, mais un peu moins pour disons trouver les solutions, hein. Ça, on laisse aux ingénieurs. Oui, je Mais comprends, mais enfin, tu as quand même une opinion en ayant analysé tout ça. tout à fait. Non, mais c'est une boutade. Là, je propose une mesure qui a été reprise, je crois, par le Conseil national du numérique, qui est d'obliger enfin, les États et les entreprises à faire ce qu'a fait le Shift Project. Hein, donc, c'est pas sorcier. Si Monsieur Samsung veut mettre sur le marché son téléphone 8K 5G, ce qu'il a fait en toute tranquillité, eh bien, d'abord, on lui demande de chiffrer la trajectoire qu'il cherche à produire chiffrer la trajectoire qu'ils cherchent à produire d'un point de vue notamment énergétique. Donc c'est facile à faire, il suffit de regarder combien ils ont l'intention d'en vendre, 500 millions, 1 milliard ou quelque chose comme ça. Bon, on fait un truc réaliste sur les 10 ans à venir en fonction du taux de succès moyen de Samsung et de ce que Samsung espère. On regarde on fait quelques scénarios pour voir ce qui pourrait transiter sur l'appareil et quelle consommation ça pourrait donner. Hein. C'est de la prospective comme fait Shift et comme font plein de think tanks. Ça ne présente pas de difficulté. Et toutes ces informations, on les rend publiques avant commercialisation du téléphone. Et donc pour générer un débat public qui permet aux utilisateurs publics, privés, collectifs, individuels, de savoir dans quoi ils mettent le doigt quand ils achètent le produit en termes de réseau, pas simplement ah ouais c'est chouette, c'est pratique, je peux faire des super selfies à mon niveau, mais j'ai rien compris en fait de ce que ça voulait dire en termes collectifs. Et bah, moi je parie que ça refroidirait quelque peu la commercialisation du téléphone. Donc ça c'est un exemple de mesure. Sur la 5G, vous voyez que après la 5G, il y aura la 6G, mais à un moment, il va falloir s'arrêter. Hein. Donc c'est aussi ça, c'est ne pas autoriser, parce que tout ça c'est des autorisations, des décisions politiques, hein, ne pas autoriser la croissance du trafic, ce qui veut dire, enfin il y a plein d'implications, hein, c'est à la fin de la neutralité du net par exemple, ou des choses comme ça. Mais oui, voilà quelques exemples de mesures. Je vais penser aussi qu'on pourrait parce que ça peut être des avantages technologiques en termes de souveraineté aussi. Hein. Si il n'y a pas de 5G et que des parties de la 4G sont, disons, réservées à tel ou tel usage, ou, ben, ça veut dire que les produits étrangers, il faut qu'ils s'adaptent. C'est une manière, c'est un peu comme la taxe carbone aux frontières, c'est une manière de générer des spécificités sur le marché européen avec l'idée que ça en génère à l'échelle mondiale. Et ça a marché pour la directive sur les déchets électroniques. Hein. Les entreprises étaient férocement contre la directive sur les déchets électroniques quand elle a été proposée par le Parlement européen, je crois que c'était en 97, ça remonte quand même à loin. Hein. Et maintenant, elles sont très contentes. La Chine a adopté la même, les États-Unis ont adopté la même. Donc, c'est la question là aussi de la poule et de l'œuf. Est-ce que on va de l'avant, sachant que on fait les originaux et on diverge par rapport à la majorité, mais la majorité n'a pas toujours raison. La majorité, elle va peut-être juste plus vite dans le mur que les autres. D'accord, merci beaucoup. Je pense il y aurait beaucoup à débattre sur ce sujet, mais c'est très très intéressant d'avoir ton point de vue. Il y a des questions dans le chat. Peut-être Maud, je vous laisse vous exprimer. Et ensuite, il y a une autre personne aussi qui s'exprime. Maud, je vous laisse le micro. Ou peut-être que vous ne pouvez pas parler. Alors, donc il y a une question enfin, Ah si, Maud, c'est bon, Oui, allez-y, je vous en prie. Oui. oui. Excusez-moi, en fait, du coup, j'ai modifié la manière dont j'écoutais la présentation. Non, c'était simplement... Pardon, je suis désolée. C'était... Merci beaucoup pour cette présentation qui me paraît hyper intéressante, enfin, sur le point philosophique et puis avec cette compréhension des aspects techniques. Et enfin, voilà, moi, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, effectivement, c'est plutôt la deuxième partie sur la sobriété qui me semble avoir une importance pour construire en fait cette réflexion sur l'infrastructure qui est nécessaire à mettre en place dans cette idée de poulet l'œuf là. Enfin, j'étais en train de formuler un peu ma question dans le chat.
En fait, je me posais la question quand vous avez montré les exemples sur notamment les lois, les directives européennes, etc. Bah, actuellement, il y a par exemple la loi anti-gaspi avec une volonté de présenter en fait les indices de réparabilité. Et sur ces questions d'indices de réparabilité, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et enfin, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus, parce qu'effectivement, ça dépend de l'infrastructure qu'on a localement, ça dépend des pièces de rechange, mais aussi, en gros, ça force l'utilisateur, enfin non, les metteurs sur le marché à communiquer sur les pièces de rechange. Mais en fait, il n'y a rien sur la favorisation, enfin sur le fait de favoriser des systèmes de réparation ou de casse des composants électriques et électroniques, ni même de pouvoir garantir en fait l'utilisation de pièces de seconde main, sachant que pour certains composants électriques et électroniques, on sait très bien que le fait d'avoir chauffé, d'avoir eu un certain type d'usage peut induire une robustesse, enfin des aspects de robustesse. Et du coup, ça place encore une fois sur des questions un peu, on va dire, de responsabilité et donc économique, la personne qui va la réparer en compétition avec ceux qui mettent le produit neuf. Donc on sent bien l'entourloupe, si je puis m'exprimer ainsi. Donc tant qu'il n'y a pas l'infrastructure en fait au niveau local, de volonté propre de développer en fait des filières de réparabilité, de réparation, de voilà, bah, c'est encore du greenwashing, quoi. Donc voilà, je voulais un peu poser cette question-là sur Ouais, votre mais ça, réflexion. c'est encore la poule et l'œuf, hein, Ouais, parce que c'était la même chose. Alors, j'ai pas suivi l'indice de réparabilité de très près, mais je vois bien ce que vous voulez dire. En fait, c'est la même chose sur le tri sélectif. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des gens qui trient pour pouvoir mettre en face des usines de tri, pour qu'elles fassent quelque chose plutôt que rien. Sinon, c'était des ouvriers qui regardaient des tapis roulants et qui faisaient rien de la journée, s'il n'y a, s'il y a pas de tri. Et si inversement, il fallait qu'il y ait du tri pour qu'il y ait des usines et pour que le tri soit crédible, soit jugé crédible par les gens qui trient, bah, il faut qu'il y ait effectivement des usines qui trient. Et donc un obstacle, c'est souvent de dire, bah, moi je trie pas parce que de toute façon ça part avec le tout venant, ce qui était pas faux, et tout simplement, mais c'était pas faux non plus de dire qu'on va pas construire des usines qui tournent pas. Donc il y a perpétuellement ce problème de la poule et de l'œuf, qui est un problème de réseau, ou parfois on dit aussi de filière. Comment est-ce qu'on construit une filière? Bah, il faut qu'il y ait des consommateurs, mais pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des producteurs, mais pour qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait des consommateurs. Bon, voilà, toujours, on tourne toujours un petit peu autour de ça. Et après, pour aller vers un modèle qui, qui lui-même peut être discutable. C'est-à-dire que le tri sélectif aujourd'hui, ben, il incite pas à moins consommer. Il incite juste à trier. Donc c'est du recyclage. C'est pas de la réduction de la consommation ou de la sobriété dans ce sens-là, quoi. Donc voilà, oui, je sais c'est pas si. exactement ça. Ouais, c'est en fait, du coup, c'est même contraire en fait à la limite de la croissance, du taux de renouvellement des produits et ou de leur taux ouais, de déploiement. C'est-à-dire que si on pousse l'idée sans limite, sans poser en fait les limites de, par exemple, cet indice de réparabilité, ça aurait tendance à forcer en fait des metteurs sur le marché à produire plein de pièces de rechange, à les stocker et à garder des lignes de production ouvertes pour pouvoir les produire. Donc on comprend bien que enfin, ça serait pire que tout. Donc, enfin, pas pire que tout, mais bon voilà. Donc s'il n'y a pas de limitation à un certain nombre de modèles, par exemple, en disant, Oui, bah, ouais, donc ouais, ouais. Alors ça, c'est aussi une demande qui avait été faite, c'est de standardiser un peu plus, parce que parfois il y a de la différenciation produit, mais ça c'est dans la logique de la directive EUP, ça, ou éco-design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chargeurs, ils sont un peu tous pareils. Il y a une standardisation des pièces qui fait que il y a eu sur la connectique aussi, il y a eu beaucoup de d'action de l'ONG ECOS, qui est spécialisée dans la normalisation, pour normaliser la connectique, là où Apple, par exemple, fait de la résistance avec sa connectique originale.
dont le seul intérêt est d'être un peu design et puis de fermer la migration possible des utilisateurs Apple vers d'autres écosystèmes de produits. Donc pour Apple, c'est important parce que ça crée une barrière à l'entrée ou une barrière à la sortie plutôt du marché. Et donc toujours cette idée de club, de réseau, on garde les consommateurs plus ou moins captifs, ou en tout cas on essaye de les garder captifs. Et la normalisation, elle rétablit elle rétablit aussi de la fluidité. Donc il y a aussi ces enjeux-là derrière. Merci Fabrice. Il y avait une autre question de Florimond Manca. Donc si personne veut prendre la parole. Oui. Je vois dans le chat, pardon, j'ai oublié de mettre le micro. Bah oui, la sobriété, effectivement. Fabrice, tu peux laisser peut-être la Ah bon, personne formuler la question. Oui, d'accord. ouais. Bon, évidemment, c'est un genre d'article qui me Ça coupe beaucoup là. passionne Je en sais ce pas si moment. c'est que moi. Ah, Oui, ça coupe un peu. c'est plutôt pratique. Bah oui, Oui, on va peut-être plutôt répondre à votre question dans le chat si ça vous embête pas, parce qu'effectivement, ça coupe énormément de votre côté. Donc, pardon, Oui, Fabrice. puis la question est très claire, hein. Oui, la question est claire, effectivement. Donc, effectivement, l'impératif catégorique. Oui, l'idée, c'est toujours dire si moi je le fais, est-ce que tout le monde a le droit de le faire? Et donc, ça revient à la contiguïté. Au moins, Kant est cohérent. C'est un penseur qui est très cohérent avec lui-même. Et cette idée de terre sphérique que j'évoquais, disons, est en résonance avec l'impératif kantien qu'on peut. Bon, après, tout est dans l'appréciation chez Kant entre le légal et le moral. Quel poids accorde-t-il au légal, quel poids accorde-t-il au moral? Mais effectivement, c'est disons une manière de traduire cet enjeu de la contiguïté. Après, il y a si tout le monde, oui, bah oui, c'est ça, oui. Et sur la 5G aussi. Alors ça intègre aussi des questions aussi d'évolution des systèmes techniques parce que enfin, si tout le monde agit comme moi, c'est aussi en termes temporels, c'est-à-dire que ceux qui adoptent la 5G maintenant, bah, ils sont forcément un tout petit nombre et ils sont encore plus loin. C'est ce que souligne l'ActuCED. La techno, le gap technologique entre les secteurs développés et pas développés de la planète augmente à chaque fois parce que la 5G, elle va pas dans les pays en développement. Mais effectivement, la question qu'il faut se poser, c'est quel serait le système technique qui serait compatible, enfin, la question posée par les Shift Project, quel serait le système technique qui serait compatible avec 9 milliards d'usagers qu'on sera en 2050? On pourrait se dire que toute autre question n'a aucun intérêt. C'est la question fondamentale. Donc, si on se dit qu'il ne peut pas y avoir 9 milliards d'usagers de la 5G, qu'on ne sait pas faire 9 milliards d'usagers de la 5G avec une consommation d'énergie raisonnable, il ne faut pas faire la 5G. On pourrait dire ça comme ça. Merci, merci Fabrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour d'autres personnes qui n'ont pas encore pris la parole? C'est inépuisable comme sujet. En tout cas, moi, je te remercie vraiment d'avoir accepté de nous présenter ça. Donc, évidemment, enfin, nous, c'est des sujets qui nous chahutent beaucoup et qui nous font aussi avancer. On n'est pas technophobe ni technophile, mais enfin, on est quand même baigne là-dedans au sein du département team. Donc, effectivement, on est plutôt intéressé par les innovations, on ne voit pas toujours les conséquences. Donc, c'est vrai que c'est utile d'avoir des gens comme toi qui pensent les conséquences de ces usages. On comprend qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les usages. Ça par contre, on en était conscient et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de t'entendre de nouveau avec peut-être un peu plus de bonnes nouvelles que tu pourras nous annoncer dans les années à venir sur ces sujets-là. Ah, ça dépend de vous. Oui, voilà, ça dépend de nous tous. Ok,
Ok, bah merci beaucoup Fabrice, et puis merci à tous les participants aussi pour les questions. Les échanges étaient très riches, et puis à très bientôt pour des nouveaux séminaires. Merci à vous. Au revoir à tous.